Bienvenue sur Africa 24 au sommaire de ce QG News en Libye, démission du gouvernement provisoire, un événement qui plonge davantage le pays dans l'impasse politique à l'heure où la situation sécuritaire n'a jamais été aussi inquiétante. Et au Sénégal, début des travaux des assises de l'éducation. Ce jeudi, objectif affiché par les participants, repenser totalement le système éducatif du pays. Et la République démocratique du Congo se prépare pour les prochaines échéances électorales, dont l'élection présidentielle en 2016 et les élections générales en 2015. Pour en parler avec nous sur ce plateau, monsieur Trifon Kinké Moulumba, ministre des Postes, Télécoms et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication en République démocratique du Congo. Comme annoncé en titre, le gouvernement provisoire libyen a présenté sa démission via un communiqué publié ce jeudi. Cette démission sonne comme un aveu d'échec de la part d'un gouvernement qui n'a jamais eu la main sur l'ensemble du territoire libyen et pose de nombreuses questions sur l'avenir politique, sécuritaire et économique de la Libye. Le point tout de suite avec Charles de Jouvenel. Le gouvernement provisoire libyen, dirigé par Abdallah Al-Thani, a présenté sa démission au Parlement élu selon un communiqué publié ce jeudi 28 août. Ce cabinet, qui pour des raisons de sécurité siégeait à Tobrouk, à 1600 km de Tripoli, n'avait pas d'autorité réelle sur le pays puisqu'il ne contrôlait qu'une petite partie du territoire dans l'est de la Libye. La démission du gouvernement provisoire libyen qui a été nommé juste en mars reflète une situation qui devient de plus en plus instable et vraiment dramatique, dans la mesure où maintenant il y a une vraie guerre civile dominée par les islamistes et puis ce qu'on appelle les libéraux et qui contrôle maintenant une bonne partie de Tripoli. Ça veut dire que ce gouvernement a pris acte de son incapacité à diriger l'ensemble du pays. Au travers de ce communiqué, le gouvernement démissionnaire a dénoncé l'intention des miliciens à majorité islamiste qui cherchent à former un gouvernement alternatif à Tripoli. À leurs yeux, seul le Parlement, élu le 25 juin dernier, a la légitimité pour former un nouveau gouvernement. Un vœu que certains observateurs estiment irréalisable sans une intervention étrangère. Le nouveau gouvernement qui est démissionnaire, ainsi que l'Assemblée et le Parlement, avaient demandé une intervention étrangère. Moi, je pense que la Libye ne pourra s'en sortir que par une aide de l'Union africaine, avec comme ossature de cette intervention les pays voisins qui formeraient une armée sous le contrôle de l'Union africaine et la supervision de l'ONU, pour aider simplement à l'établissement d'un état de droit. Les milices qui tiennent actuellement une partie de Tripoli, dont son aéroport, ont annoncé une reprise des activités de l'Assemblée sortante, le Conseil général national, dont le mandat avait expiré avec l'élection du Parlement. Les 300 délégués des assises de l'éducation ont commencé leurs travaux ce jeudi à Dakar, capitale sénégalaise. Les travaux ont été officiellement lancés en présence du président Macky Sall. Durant 3 jours, acteurs du secteur de l'éducation revisiteront tous les segments du système éducatif en vue d'y apporter les orientations à même de réhabiliter l'école sénégalaise. Les conclusions de ces assises sont très attendues par le chef de l'État. Il a en effet promis la tenue d'un conseil présidentiel pour mettre en application les recommandations qui auront été prises. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Djibril Fofana. Les assises de l'éducation au Sénégal ont officiellement débuté jeudi. Celles-ci interviennent plus de 33 ans après les derniers états généraux de l'éducation. Au Sénégal, le taux d'analphabétisme est de 52%, un chiffre peu compatible avec les ambitions de développement socio-économique du pays. Le système scolaire est gangréné par de nombreux maux. Grève récurrente, baisse du niveau des apprenants, inadéquation des curricula scolaires, l'école sénégalaise est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, l'enjeu est clair. Il s'agit de redéfinir les contours de la nouvelle école sénégalaise, porteuse de créativité et de développement. Nous les avons instruits à apprendre pour être autonomes, mais à apprendre à entreprendre parce que c'est dans l'entrepreneuriat qu'on crée la richesse. Les métiers de demain, on ne les connaît pas encore. Il faut qu'on prépare les enfants à vouloir les explorer. Mais ce qu'on doit mettre au cœur de notre stratégie, c'est l'utilité sociale. L'utilité sociale participe de plusieurs choses. Aujourd'hui, beaucoup de métiers, nous les avons négligés, des métiers de maçon, de menuisier. Pourtant, on peut bien gagner sa vie avec, mieux, on peut transformer les choses avec.
Au Sénégal, l'éducation nationale a toujours été le plus grand poste de dépense pour les finances publiques. Sous l'Ancien Régime, il captait plus de 40% du budget national. Aujourd'hui, c'est 32% du budget qui lui est consacré. Mais les résultats ne sont toujours pas à la hauteur des investissements réalisés en cause d'un climat scolaire et universitaire en perpétuelle instabilité. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture totalement positive. Nous sommes prêts à aller dans le sens donc, de pacifier l'espace scolaire au nom de l'éducation de qualité pour tous. Mais évidemment, cela nécessite forcément que chacune des parties respecte les engagements auxquels il a souscrit. C'est-à-dire qu'il y a nécessité non seulement d'un dialogue, mais d'un accord entre les syndicats d'enseignants, le gouvernement, les parents d'élèves et les autres parties prenantes, de façon que ce consensus permette de s'accorder sur ce qui doit être fait pour que tout le monde puisse fonctionner de manière normale et que l'école retrouve la paix et la stabilité. Les conclusions de ces assises de l'éducation sont très attendues. Le président de la République a promis de veiller personnellement à leur application. À ce titre, il a annoncé la tenue prochaine d'un conseil présidentiel pour la mise en œuvre des recommandations finales de ces assises. En République démocratique du Congo, la bataille pour les futures élections générales et présidentielles prévues respectivement en 2015 et en 2016 a-t-elle déjà commencé? Pour l'opposition, l'heure semble à la mobilisation générale. Objectif, s'unir pour remporter haut la main ces deux rendez-vous importants, mais aussi contrer le projet de réforme constitutionnelle qui permettrait au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. Ibrahima Dindiaye. En République démocratique du Congo, l'opposition s'organise pour préparer les deux échéances électorales, notamment les élections générales prévues en 2015 et la présidentielle fixée en fin 2016. Mobilisation contre la volonté présumée de la majorité présidentielle de modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat, contrairement à l'article 220 de la Constitution, limitant le nombre de mandats à 2. L'opposition est sur tous les fronts. L'opposition est là, elle s'organise. D'ailleurs, vous avez vu la grande mobilisation de l'ensemble du peuple congolais le 4 août passé. Donc aujourd'hui, l'opposition, avec les peuples congolais, s'organise pour bouter dehors M. Joseph Kabila. Ce n'est pas question de l'opposition ou de la société civile. Comme je viens de dire, c'est l'ensemble de la population congolaise aujourd'hui qui est fatiguée de ces pouvoirs illégitimes, de ces pouvoirs qui nous gouvernent par défi. Et vous allez voir, il n'y a pas seulement l'Équateur, la province de l'Équateur, il y a les Bas-Congo et le Dékasaï dans toutes les provinces. Les gens s'organisent et le moment venu, vous allez voir, il y aura des mouvements populaires partout dans toute la République. Du côté de la majorité présidentielle, l'heure n'est pas à la polémique, mais au travail pour améliorer le quotidien de la population. Un argument qui ne satisfait pas les partis d'opposition qui dénoncent également la récente interdiction de parution de 61 journaux par les autorités congolaises, entre autres. M. Kabila n'arrive pas à gérer les pays. Aujourd'hui, le Congo est ingouvernable. Raison pour laquelle nous disons qu'il faut que l'opposition là que nous sommes s'organise, se mobilise et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si la question de la révision de la Constitution est une pomme de discorde entre l'opposition et la majorité, pour cette dernière, ce projet concerne uniquement les articles clés de la Constitution en rapport avec l'élection des députés provinciaux. Monsieur Trifon Kinké Moulumba, bienvenue sur Africa 24. Merci, madame. Alors, vous êtes ministre des Postes, Télécoms et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication en République démocratique du Congo. Alors, comme nous venons de voir, l'opposition s'oppose à un troisième mandat en faveur du président Joseph Kabila. Un troisième mandat permis uniquement si la Constitution est révisée. Où en est ce projet de réforme constitutionnelle? D'abord, ce n'est pas tout à fait exact ce que vous dites. C'est une partie, peut-être non représentative de l'opposition, qui dit ce que vous dites. Enfin, qui s'oppose, une partie de l'opposition qui s'oppose. Voilà, absolument. Une partie, pas représentative, j'insiste. Et le projet où on en est, écoutez, au niveau de la majorité, nous n'avons même pas encore délibéré sur la question. Nous attendons que la question vienne sur la table pour qu'on en parle. Mais le problème qui m'amène ici, c'est ces sentiments de révolte que nous avons, nous, la majorité des Congolais, face à un déluge de mensonges qui s'abat sur notre pays et sur le président Kabila.
Vous savez, madame, chaque jour qui passe, le Congo change. Il y a des Congolais qui viennent au Congo après avoir passé une quarantaine d'années à l'étranger et qui voient les réalisations du président Kabila et qui témoignent. Et il y a chaque jour des réalisations importantes, il y a chaque jour une économie qui bouge. Aujourd'hui, on est à un taux de croissance proche de 2 chiffres. C'est important. Et face à ça, il y a du mensonge. C'est vrai que ce mensonge, on le sent souvent à l'étranger, alimenté par les réseaux sociaux. Il va falloir peut-être à notre niveau pouvoir mieux communiquer. Mais il est un fait qu'on ne peut pas laisser passer ça. Donc nous avons voulu témoigner de ce qui se passe dans notre pays. Voilà le but de cette association que nous sommes venus annoncer. D'accord, ici. donc l'association Kabila désire. Alors justement, vous parlez des Congolais de l'étranger. La diaspora congolaise peut-elle jouer un rôle important pour les prochaines échéances électorales ? Mais écoutez, ça dépend de ce qui sera décidé par le Parlement. Mais la diaspora joue en principe un rôle important. Ne serait-ce que chaque jour, elle participe avec ses moyens qu'elle a ici dans la réduction de la pauvreté dans notre pays. Nous devons, nous, en tant que gouvernement, être plus à l'écoute de cette diaspora. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec les réseaux sociaux, la diaspora participe au débat. Et souvent, cette diaspora n'est pas informée. Nous, en tant que gouvernement, nous avons obligation de lui apporter l'information. Et c'est pour ça que dans le cadre de cette association, j'ai lancé l'idée d'une sorte de charter qui viendrait prendre des Congolais ici, qui les amènerait vivre au Congo pendant 1 mois et qui les ramènerait pour que ces Congolais-là, l'élite, les membres de la classe moyenne congolaise expatriés viennent voir les réalisations qui sont au pays, et nous sommes sûrs qu'au retour, ces Congolais-là verraient qu'il y a eu trop de mensonges. Je vous donne un exemple. Le président Hollande, nous sommes en France, et avant la conférence sur la francophonie, avait une certaine idée du Congo. Mais une fois arrivé à Kinshasa, lors de la francophonie, eh bien, il a vu que ces pays n'étaient pas ce qui lui avait été présenté. Il est revenu. Au lendemain de ça, il a invité notre Premier ministre, il a invité le président de la République par 2 fois. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que la France sait tous les efforts qui sont entrepris au Congo, que c'est un pays qui va dans la bonne direction. C'est un pays qui est en train d'émerger. Il fait partie de cette Afrique qui bouge, dont a parlé le président Obama lors de son meeting de Washington. Lors du sommet USA à Washington. Alors, le regroupement Kabila Désir milite donc en faveur d'un nouveau mandat pour le président Joseph Kabila. Vous créditez donc au président un bilan largement positif durant ces 2 mandats ? Très certainement. Madame, pour tout analyste lucide, quand l'on voit ce pays qui a connu 4 présidents de la République, il y a eu Kasavubu, il y a eu Mobutu, il y a eu Kabila père et puis Kabila fils. Écoutez, bien, il n'y a que Mobutu qui a eu du temps. Kasavubu n'a pas eu beaucoup de temps. Il a été vite balayé par les événements d'après-indépendance. Kabila père non plus n'a pas eu le temps. Kabila fils a failli ne pas avoir le temps. Parce qu'aussitôt qu'il a pris le pouvoir, eh bien, il s'est trouvé face à la guerre que lui avait léguée son père. Mais il a su gérer cette guerre. Il a sorti le pays de la guerre. Il a accepté un régime avec ses ennemis d'hier, les rebelles. Et aujourd'hui, malgré tout, cette situation de conflit, eh bien, il a pu conduire une économie qui bouge aujourd'hui, qui est citée en exemple. Il faut venir voir ce qui marche à Kinshasa. Il faut venir voir ce qui marche au Congo. Et effectivement, nous pensons qu'il faut une communication qui montre ce que nous faisons. Et peut-être, nous sommes convaincus que cette communication d'hostilité que l'on voit à l'étranger va pouvoir reculer. Parce que le Congo n'est certainement pas ce qui est montré à l'étranger. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie infiniment. Quant à vous, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.